Lumos. Ouais, là c'est vraiment Lumos dans ta gueule quoi. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je suis absolument ravie de vous retrouver pour cette toute première vidéo de l'année 2019. Bon, et puis même si on est déjà fin janvier, je vous souhaite quand même une très belle année, remplie d'amour, de beaux projets, de santé et surtout de belles lectures. Vous l'avez vu dans le titre, on est là aujourd'hui pour faire un petit bilan des meilleures lectures de l'année 2018. Alors ouais, rien de nouveau sous le soleil parce que cette vidéo, vous l'avez vue par camion entier depuis des mois, mais je suis pratiquement sûre que vous allez me pardonner et vous allez très vite comprendre pourquoi. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on a dépassé le stade des 4000 abonnés sur la chaîne et du coup pour vous remercier de votre fidélité, j'ai décidé d'organiser un petit concours pour vous récompenser. Et le concours est directement lié au contenu de la vidéo donc je pense que ça devrait vous intéresser. On y va? Et je vais me prendre un oreiller parce que... j'ai mal à la malléole. Oh là là, la vieillette. Viens là toi. Il ne faut pas négliger les accessoires dans une vidéo. Ah. Hey! Oh bah alors là c'est bon. Je suis tellement confo que je peux rester là jusqu'à demain, y a aucun souci. Bon, je vous préviens, ce panorama va être sans prise de tête puisqu'il n'y a pas de classement et que bah vraiment on va y aller au feeling. Et on attaque sur les chapeaux de roue avec Comme un roman de Daniel Pénac publié aux éditions Gallimard. Et bah oui, en 2018 j'ai débarqué avec mes gros sabots dans cet essai qui est un incontournable du genre pour tous les amoureux des livres et de la littérature et j'ai été totalement bluffée par la plume de Daniel Pénac et sa manière d'envisager la lecture, l'apprentissage de la lecture à l'école et voilà cette activité qui devrait être à tout âge un plaisir et non pas un facteur de reconnaissance sociale, de compétition, de pression, etc. C'est une véritable ode au lâcher-prise et Daniel Pénac prône vraiment une littérature plaisir, intelligente. Et ça a été tout bonnement rafraîchissant de lire ça. Je déteste écrire dans mes bouquins, mais là, j'en ai foutu partout. J'ai souligné, j'ai annoté. Je n'ai pas du tout respecté l'intégrité physique de ce pauvre bouquin, mais vraiment, c'est une pure pépite. Et si jamais vous êtes toujours passé à côté en pensant que c'était peut-être un petit peu surfait, survendu ou suranné, allez-y, les yeux fermés, c'est vraiment un essai génialissime. On va passer du coq à l'âne et du slip aux chaussettes tout au long de cette vidéo, ça va être grandiose. Et c'est sans sourciller une seconde que je passe de Daniel Pénac à Aurélie Wallenstein et son excellent Le Dieu Oiseau publié chez Scrinéo. Sachant que je l'avais déjà mentionné dans au moins 3 vidéos cette année, je pense que personne n'est sur le cul de le retrouver ici. Dans ce roman de fantaisie d'une noirceur à couper au couteau, Aurélie Wallenstein nous propose d'embarquer aux côtés de Faolan pour un voyage initiatique dont il ne ressortira pas indemne. Bon, il faut quand même préciser qu'avant le début de cette aventure, le pauvre garçon n'était déjà pas épargné par la vie puisque sur l'île sur laquelle il habite, tous les 10 ans, un immense tournoi est organisé entre les différents clans pour déterminer les prochains leaders qui régneront sur l'île pendant les 10 prochaines années. Ouais, pourquoi pas un Jeux Olympiques version 1K, ça peut être sympa, sauf que non, pas du tout. On est loin d'une petite compétition bon enfant avec un lancer de javelot, on est bien plutôt sur des épreuves d'une noirceur impossible et sur des banquets de victoire où se mêlent viol, cannibalisme, meurtre, égorgement, embrochage des perdants et j'en passe et des meilleurs. Je suis sûre que ça va vous donner plein d'idées pour la prochaine kermesse de votre village. Vous l'aurez donc compris, quand il était enfant, Faolan s'est retrouvé malheureusement dans le clan des perdants. Il a vu toute sa famille se faire embrocher et dévorer vivante par les vainqueurs. Si son calvaire s'était arrêté là, il aurait déjà fini en PLS au fond des bois. Mais non, comme si ça ne suffisait pas, le fils du chef du clan des vainqueurs a décidé de prendre Faolan comme esclave et d'en faire sa petite chose qu'il va torturer pendant des années. Ah vraiment, ça remet les choses en perspective, je trouve qu'on a tous des vies de folie comparées à ce pauvre bougre. Sans grande surprise, en grandissant, Faolan va vouer une haine viscérale et une peur incommensurable à l'égard de son maître et quand le nouveau tournoi, 10 ans après, va être organisé, il va se porter volontaire pour concourir. Je vous en dis pas plus, mais je pense que vous avez l'idée générale avec une ambiance poisseuse, moite, haletante et un traitement psychologique des personnages vraiment fin, ciselé, sans concession. J'ai adoré de bout en bout. Et cette fin cette fin m'a carrément laissé sur le cul et je vous invite vraiment à la découvrir par vous-même. Ambiance, ambiance, nana, j'ai déprimé tout le monde. Ambiance. Voilà. Pour
pour nous remettre un peu de nos émotions et nous redonner foi un peu en l'humanité, je vous propose qu'on embarque pour une petite île japonaise absolument bucolique aux côtés de Yuzu dans Le bonheur c'est simple comme un bento de Yuzu. Cette duologie de manga jeunesse parue aux éditions Nobinobi, je vous l'avais aussi présentée dans un top 5 du mois de juin, si je vous dis pas de bêtises. Et dans cette histoire, on suit l'histoire de Yuzu, qui est une petite fille orpheline qui vit auprès de sa grand-mère et qui ont toutes les deux un restaurant au bord d'une colline qui donne sur la plage sur une petite île japonaise mignonne comme tout et qui a l'étrange capacité en collant son front à ceux de ses clients de trouver quelle sera la recette qui leur permettra de replonger dans leurs souvenirs et de les aider à régler leurs problèmes. Avouez que c'est beaucoup trop mignon. Ce que j'ai aussi particulièrement aimé dans cette histoire, c'est que la narration n'est pas linéaire. On ne part pas d'un point A pour arriver à un point B, mais on a le droit à un florilège de tranches de vie, toutes plus mignonnes et touchantes les unes que les autres. Et je vous invite vraiment à faire ce voyage culinaire et nostalgique au pays du soleil levé. Je vous propose qu'on reste vraiment dans la lecture doudou, feel good, réconfortante à souhait, avec en plus un univers graphique à se damner avec Tintin, le prince et la couturière, écrit et dessiné par Jen Wang et publié aux éditions Akileos. Rien que pour cette bande dessinée, ça valait le coup que je fasse cette vidéo parce que je n'avais pas eu l'occasion de vous en parler sur la chaîne en 2018. Je crois que je l'avais mentionné sur Instagram, mais cette bande dessinée est un véritable joyau que tout le monde devrait découvrir parce que... ça m'a tellement remonté le moral. Elle fait d'ailleurs partie des nominés dans la catégorie jeunesse pour les prix d'Angoulême de cette année et c'est amplement mérité. Dans cette petite pépite visuellement irréprochable, on va suivre l'histoire de Sébastien, un prince qui se sent beaucoup plus à l'aise sous les traits de Lady Cristela, un personnage qu'il s'est inventé qui lui permet de porter des robes exubérantes et d'évoluer dans la société incognito. En parallèle, on va suivre le destin de Frances, une jeune couturière extrêmement talentueuse qui est pourtant complètement incomprise dans son atelier de couture à cause de ses créations beaucoup trop avant-gardistes. Je pense que niveau surprise, on sera sur un gros 0 pointé si je vous apprends que les destins de ces deux personnages vont s'entremêler pour donner lieu à une collaboration à ne pas piquer des hannetons. Outre l'univers graphique qui est absolument somptueux, il y a d'autres éléments qui ont fait de cette lecture une superbe aventure, à commencer je pense par le personnage de Frances que j'ai trouvé extrêmement bien construit, car même si elle est timide, un petit peu effacée, ça ne reste pas moins une femme de tête, carriériste, qui a des ambitions pour elle-même et qui n'ira pas jusqu'à transiger par sentimentalisme pour arriver à ses fins. Bah oui, je trouve ça plutôt rafraîchissant d'avoir une héroïne prête à faire des sacrifices pour sa vie professionnelle, mais sans tomber pourtant dans le cliché de cette working girl obsédée par le contrôle et prête à tout pour arriver en haut de l'échelle. Le personnage de Sébastien n'est pas un reste puisqu'il est très attachant, nuancé, et j'ai beaucoup apprécié que Jen Wang ne cherche pas à lui accoler absolument une étiquette. C'est-à-dire que cette histoire de travestissement n'est pas forcément une réflexion sur la transidentité ou les questions de genre, mais bien plutôt une ode à la liberté personnelle et à l'acceptation, à la tolérance, au vivre ensemble et à l'intelligence collective. J'ai trouvé ça vraiment très touchant. Et même si la fin manque un petit peu trop de crédibilité pour cause d'excès de bons sentiments, je trouve que c'est vraiment une œuvre incontournable que vous devriez vraiment découvrir si le cœur vous en dit. Bon. Je pense que l'heure est venue de vous présenter le petit ovni de cette sélection, qui est un album jeunesse, sur lequel je suis tombée par pur hasard un soir de semaine et qui m'a fait pleurer en plein milieu de la librairie. Oui. Et l'album en question, c'est cette petite chose. Ce petit album au format paysage est signé David Scali et illustré par Serge Bloch et raconte l'histoire d'un petit garçon qui attend. Voilà. Avec un pitch comme ça, je suis sûre de vous avoir harangué, mais de la plus dingue des manières. Attendez, j'ai des pages qui sont collées. Oh non. L'album a été mal coupé. On a eu un petit problème de massicotage, les gars. Non, mais c'est trop triste. Ah. Alors celle-là, elle est méga collée. Ouais. Ça y est, on est bon. Pour essayer d'être un petit peu plus clair dans mes explications, cette histoire suit le fil de la vie. C'est-à-dire que littéralement, vous allez suivre le destin d'un petit garçon depuis son enfance jusqu'aux derniers instants de sa vie et l'existence sera représentée au moyen d'un morceau de ficelle rouge qui aura été photographié et sur lequel Serge Bloch sera venu
apposer ses illustrations. Même si on est sur une économie de dessin et de mots avec très peu de texte, très peu d'illustrations, une grande place au blanc, à la respiration, j'ai trouvé ce récit complètement bouleversant par sa justesse, son émotion et justement ce silence qui permet à chacun de venir le remplir de ses propres souvenirs, de ses propres résonances personnelles. J'ai trouvé ça d'une justesse incroyable et oui, je le dis sans détour, j'ai versé ma larmichette comme un enfant dans la librairie et j'ai résisté de longs mois avant de me le procurer, mais vraiment c'est un achat que j'ai fait au salon du livre de Montreuil au mois de décembre et que je ne regrette absolument pas. C'est une vraie merveille dont on ne parle pas beaucoup et pourtant je suis plus que persuadée qu'elle a sa place dans toutes les bibliothèques. Quel que soit l'âge, quel que soit tout, trouvez-lui une petite place, il le mérite. Bon allez, puisque je vous sens trépigner, on va repasser sur un roman avec cette petite chose. On sait bien de caresser ses livres, mais si je continue à mettre ma main comme ça, vous ne saurez jamais de quoi je parle. En 2018, je suis complètement tombée sous le charme de Apprentie sorcière, un roman écrit par James Nicholl et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Ariane Wynne, qui est une jeune adolescente de 15 ans et qui, disons-le franchement, n'a pas vraiment cartonné à son examen de magie pour se voir attribuer une affectation en tant qu'apprentie sorcière dans un village. En dépit de cet échec cuisant, le maire de Lul, une petite commune très isolée et bordée d'un bois extrêmement sombre et hanté de créatures ignobles, va recruter la jeune fille pour essayer de mettre un terme aux agissements surnaturels qui se passent à travers la forêt. Même si le scénario me paraissait un petit peu simpliste et convenu de prime abord, j'ai été complètement séduite par ce roman et à la fin de ma lecture, je n'avais qu'une envie, c'était de faire mes bagages, de prendre mes clics et mes claques et d'emménager dans le Sortilarium qui est un petit peu la boutique et l'atelier d'Ariane Wynne pour apprendre avec elle sortilèges, potions et chasser avec elle les créatures magiques. Ce roman est sorti il y a déjà quelques temps et 2 tomes supplémentaires sont déjà parus en anglais. Je ne sais pas si la traduction des tomes suivantes est prévu parce que je ne sais pas si ce roman a eu un grand succès commercial, mais en attendant, moi j'ai bien l'intention de poursuivre l'aventure en VF ou en VO, peu importe, et je vous invite chaudement à faire de même. Si vous n'avez toujours pas piqué du nez devant la longueur de cette vidéo, on enchaîne. En 2018, j'ai enfin eu l'occasion de me pencher sur une série de BD jeunesse qui me faisait de l'œil depuis des mois, et je pense que si vous êtes là depuis un petit moment, vous savez exactement de quoi je parle, avec l'excellentissime saga des Bergère guerrière. La meuf pète un plomb. Je crois que je préfère même la couverture du tome 2. Je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi dans les commentaires quelle est votre couverture favorite. Est-ce que vous êtes plutôt team tome 1 ou team tome 2? Bon, et même si je vous ai saoulé et ressoulé et re-ressoulé toute l'année avec cette saga, si vous ne savez toujours pas de quoi il est question, dans cette histoire on va suivre l'ordre des bergères guerrières qui a été instauré dans un petit village montagnard suite au départ de tous les hommes à la guerre. En effet, une étrange menace a poussé tous les hommes du village à aller livrer bataille sur des terres lointaines et les années passant, ils ne sont jamais revenus. Bien forcés de créer une nouvelle organisation sociale pour pallier l'absence des hommes, les femmes se sont organisées selon l'ordre des bergères guerrières pour protéger la population restante. Dans le premier tome, on va suivre le destin de Molly, une jeune rouquine bien décidée à intégrer l'ordre des bergères guerrières avec ses copines. J'ai vraiment pas envie de vous en dire plus sur le déroulé de l'intrigue, mais par contre, je peux m'apesantir pendant des heures sur le trait et la colorisation d'Amélie Fléchet qui sont absolument sublimes et particulièrement dans le tome 2 puisque chaque ambiance et chaque paysage a son propre traitement colorimétrique bluffant. J'adore son trait qui est très rond, très doux et qui colle à merveille à cette ambiance un petit peu venteuse, montagnarde avec de la brume et de la brouillasse. C'est vraiment remarquable. Bon, et avouons aussi que le côté très têtu et brut de décoffrage de tous les héros et héroïnes mis en scène dans cette histoire valent clairement le détour et avec une pointe de magie en plus, ça se boit comme du petit lait. Restons encore dans la bande dessinée jeunesse avec une série avec laquelle je vous ai également beaucoup saoulé cette année, Aubépine évidemment. Dans cette histoire scénarisée par Tom Picot et illustrée par Carensac, on va suivre l'histoire d'Aubépine, une jeune fille qui n'a pas froid aux yeux et qui s'ennuie très clairement après le déménagement de ses parents dans une vallée montagneuse paumée parce que sa maman ornithologue doit gérer la migration d'étranges oiseaux géants au pouvoir plutôt destructeur. Pour passer le temps, la jeune fille va déambuler par monts et par vaux à travers la montagne et tomber sur tout un bestiaire folklorique à souhait.
dont je ne me lasse absolument pas. Et regardez la dédicace que j'ai eue à Montreuil. Si le premier tome avait déjà activé mes zygomatiques et m'avait filé de furieuses envies de raclette, autant vous dire que c'est avec le tome 2 que je me suis véritablement laissée totalement embarquer dans cet univers qui n'est pas sans rappeler celui imaginé par Luke Pearson dans sa fabuleuse série Hilda. En conclusion, si vous êtes à la recherche d'une lecture originale, mignonne, drôle et qui vous donnera des envies d'évasion, je crois que vous tenez quelque chose. Et en plus, le tome 3 sort dès le 8 février. Alors tentez. Franchement, pouvais-je faire un panorama de mes meilleures lectures sans parler de ça? Non, c'est pas possible. Je veux bien évidemment parler du tome 2 de Shades of Magic écrit par V.E. Schwab et publié aux éditions Lumen. Si jamais vous avez vécu dans une grotte ces 2 dernières années et que vous ne savez toujours pas de quoi parle Shades of Magic, je vais essayer de vous faire un résumé en quelques mots. Et avec cette histoire de Londres parallèle, autant vous dire que ce n'est guère une sinécure. Shades of Magic, c'est l'histoire de 4 Londres dans des univers parallèles dans lesquels la magie est plus ou moins présente et pour lesquels les relations sont très limitées puisqu'il n'y a que les Antari, à savoir les magiciens de sang, qui peuvent traverser d'un univers à un autre. Pour le Londres rouge dans lequel la magie est monnaie courante, cette fonction est assurée par Kel, un Antari de sang, qui, il faut bien l'avouer, s'ennuie un petit peu dans son quotidien royal. Alors histoire de pimenter un peu son job de messager entre les différents Londres, il décide de faire de la contrebande de petits objets magiques ou non d'un univers à l'autre, ce qui est strictement déconseillé, fortement interdit et qui va carrément foutre le bordel. J'ai pris de gros raccourcis, mais j'espère que vous avez saisi l'idée et que ça vous a donné envie. Bien évidemment, je ne vais pas argumenter sur le pourquoi du comment est-ce que le tome 2 est mon préféré, puisque j'ai terminé la trilogie, les 3 tomes sont excellents, mais je pense que le tome 2 est mon favori pour le personnage de Delilah Bard que vous voyez en couverture, et je m'arrêterai là. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est vraiment une lecture de fantasy immersive tout en étant extrêmement légère, bien construite. Elle prend son temps sans être ni trop pesante, ni trop rapide. Je pense que rien que pour ça, si vous n'êtes pas très familier ou pas très amateur de fantasy, c'est vraiment une excellente porte d'entrée que je vous recommande chaudement. Allez, courage, il en reste que 3. Je ne pouvais décemment pas faire un récapitulatif de mes meilleures lectures 2018 sans mentionner au moins au passage mon duo favori, à savoir Anne Montel et Loïc Clément. Et j'ai décidé de vous parler des jours sucrés, bien évidemment. C'est toujours publié chez Dargo et je vous en avais déjà parlé dans ma vidéo sur les idées de cadeaux de Noël, que je vous invite à regarder juste ici si ça vous intéresse. Dans cette histoire, on va suivre Églantine, une jeune parisienne contrainte de retourner dans sa Bretagne natale pour régler un problème de succession suite au décès de son papa qu'elle n'a pas vu depuis de nombreuses années. Il faut savoir que la jeune femme ne portait pas son père dans son cœur puisque elle a le souvenir d'un homme assez froid, distant, qui ne s'est jamais trop occupé d'elle et qui aurait un beau jour décidé de mettre femme et enfant à la porte. Le lecteur ne sera donc pas très étonné de voir qu'Églantine ne va pas régler ce problème de succession dans les meilleures dispositions du monde et qu'elle se montre assez froide et distante avec toutes les personnes de son entourage qu'elle va retrouver sur place. Outre une réflexion extrêmement touchante sur la filiation, sur l'héritage, la transmission, les erreurs de jugement qu'on peut faire quand on est petit, sur la manipulation, vous avez également de très jolies réflexions sur la résilience. Je vous jure que le jour où vous avez un coup de mou, cette bande dessinée est tout aussi efficace qu'une tarte au citron meringuée, un chocolat chaud avec des petites guimauves à l'intérieur ou qu'un mojito, le tout réuni. Bon, vous allez pas me juger quand même. Qui ne s'est jamais jeté un petit mojito dans le gosier pour se remonter le moral? Y'a que moi qui fait ça? Et puis je pense qu'on va terminer ce palmarès avec 2 piqûres de rappel qui seront toujours bonnes à prendre, à commencer par le fabuleux Capitaine Rosalie écrit par Timothée de Fombelle et publié aux éditions Gallimard Jeunesse. Dans cette histoire, on suit toujours Rosalie, une petite fille de 5 ans bien trop jeune pour aller à l'école mais qui est pourtant déposée aux soins de l'instituteur tous les matins par sa maman qui doit aller à l'usine puisque le papa est parti au front pour défendre son pays durant la Première Guerre mondiale. Et même si de prime abord elle ne semble pas comprendre ce qui se déroule en classe, Rosalie a une mission. Sans vous dévoiler davantage l'intrigue, je tiens quand même à défendre chaleureusement ce titre qui est un très beau témoignage de ce que pouvait être la Grande Guerre vue à travers les yeux d'une petite fille et aussi un excellent rappel de l'intelligence des enfants et du pouvoir de la lecture. Et si vous vous dites déjà n'en jetez plus, la coupe est pleine et que vous êtes déjà en train d'enfiler vos chaussettes pour vous le procurer, je n'aurai qu'à ajouter que les illustrations d'Isabelle Arsenault sont suffisamment sublimes pour apporter une tranche de douceur, d'humanité et de justesse à ce récit qui n'en a déjà pas besoin. Et enfin, l'une des dernières lectures dont je tenais absolument à vous parler aujourd'hui, je vous l'ai également présentée dans mes idées de cadeaux de Noël.
Pénis de table! Pénis de table, c'est toujours une bande dessinée écrite et illustrée par Cookie Calcaire et publiée aux éditions Steinkiss. C'est l'occasion pour l'auteur de mettre autour de la table 6 hommes de tous bords, de tous horizons, de tous âges pour discuter ensemble de sexualité masculine. Si de prime abord j'étais assez réticente à l'idée de découvrir un énième témoignage un peu potage sur la sexualité masculine, j'ai été totalement bluffée par la profondeur, l'humanité, la bienveillance et la déculpabilisation qui se dégagent de cet ouvrage. Tous les témoignages sont pertinents, utiles, ils m'ont appris 1001 choses sur la sexualité et j'ai beaucoup aimé que l'auteur se serve vraiment de cet ouvrage un peu comme un manifeste pour dire aux hommes comme aux femmes que la performance dans la sexualité c'est quelque chose d'extrêmement nocif pour un sexe comme pour l'autre et qu'on devrait vraiment arrêter de vivre selon les canons de la société, que la sexualité c'est l'un des derniers endroits où on est censé être libre et que pourtant la société s'y infiltre de manière très insidieuse et pernicieuse et j'ai trouvé ça vraiment édifiant d'arrêter aussi de vouloir coller des étiquettes absolument sur les orientations sexuelles, etc. C'est déculpabilisant, c'est tolérant et c'est vraiment très fourni. Je vous le recommande chaudement. On est enfin arrivé au bout. Ça y est. Et pour celles et ceux qui n'ont pas encore piqué du nez, je vais enfin récompenser votre bravoure avec le fameux concours dont je vous parlais en début de vidéo. Et pour ce concours, j'ai fait très simple, c'est-à-dire que je vais vous laisser dans la barre d'infos un formulaire à me remplir et dans lequel vous devrez me préciser le bouquin qui vous intéresse le plus parmi tous ceux que je vous ai présentés et je tirerai au sort un gagnant ou une gagnante et je lui offrirai sur mes propres petits deniers le livre de son choix et je lui expédierai directement à la maison. C'est pour moi l'occasion de partager avec vous mes coups de cœur et surtout de vous remercier pour votre bienveillance et votre fidélité. J'espère que ce concours vous fait plaisir et que cette vidéo vous aura plu. Bon, et maintenant que j'ai suffisamment déblatéré comme un chameau au bord de la crise d'apoplexie après s'être fait frapper par la foudre, je vous laisse me dire en commentaire quelles sont vos lectures marquantes de 2018. Ce sera l'occasion pour tout le monde de faire de chouettes découvertes. Et en attendant, moi je vous souhaite de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!